Les roues de la diligence soulevaient des tourbillons de poussière sur la piste défoncée menant à Williams, en Arizona. Margaret Louise pressa sa main gantée contre la vitre. Elle apercevait pour la première fois la ville qui serait sa prison pour les 3 prochains mois. Elle regardait la poignée de bâtiments usés par le temps scintiller sous la chaleur brutale de juin 1883. La voix de son père résonnait encore dans son esprit, souvenir de leur dispute à Boston 2 semaines plus tôt. Son visage était rouge de frustration lorsqu'il avait frappé du poing son bureau en acajou. Tu crois comprendre ce qu'est la misère, Margaret. Tu penses que tes œuvres de charité en ville te donnent la moindre idée de ce que les vrais Américains endurent, lança-t-il avec mépris. Très bien. Va dans l'Ouest. Prouve que tu peux tenir ne serait-ce qu'un mois dans une ville de pionniers, et j'envisagerai ta proposition d'étendre nos investissements ferroviaires à des programmes sociaux. Il s'était adossé à son fauteuil en cuir, la confiance sointant de tous ses pores. Mais quand tu reviendras en rampant dans les 30 jours, suppliant pour retrouver ta vie confortable, tu épouseras Richard Hartford et tu oublieras cette idée ridicule d'indépendance. Margaret avait accepté son défi sans hésiter, bien qu'elle ait vu dans ses yeux une lueur qui lui disait qu'il s'était déjà proclamé vainqueur. Elle avait 22 ans, avait fait ses études dans les meilleures écoles, parlait couramment 3 langues et était absolument déterminée à prouver qu'elle était plus qu'un joli visage à marchander au plus offrant. Richard Hartford avait 45 ans, il était ennuyeux et ne s'intéressait qu'à l'argent de son père. Elle préférait mourir plutôt que de passer sa vie à lui servir d'ornement. La diligence s'arrêta brusquement devant un bâtiment portant une enseigne peinte à la main. Magasin général et bureau de poste. Margaret rassembla ses jupes et descendit dans la rue poussiéreuse, sentant immédiatement les yeux de toute la ville se tourner vers elle. Sa robe de voyage en soie, bien qu'étant l'une de ses tenues les plus simples, était clairement bien trop élégante pour cet endroit. Le tissu vert foncé montrait déjà des traces de poussière, et elle sentait la sueur commencer à perler sous son corset. « Eh bien, regardez-moi ça », lança une voix depuis le porche du magasin général. « Boston nous a envoyé une princesse. » Margaret se tourna pour voir 3 hommes se prélassant à l'ombre, chacun portant un pantalon en denim usé et une chemise poussiéreuse. Celui qui avait parlé était d'âge mûr, avec une barbe tachée de tabac. Son compagnon ricana. « Combien de temps tu crois qu'elle va tenir, Pete ?» demanda l'un d'eux. « 1 semaine. » « Je lui donne 3 jours avant qu'elle ne pleure pour prendre la prochaine diligence vers l'Est, » répondit Pete. « Regardez ses mains, elles n'ont jamais travaillé un seul jour de sa vie. » Margaret releva le menton et croisa directement le regard de Pete. « Je cherche Madame Sarah Chen. On m'a dit qu'elle tenait une pension de famille ici. »« La pension de Chen est 2 bâtiments plus loin, » dit Pete en pointant son pouce vers la gauche. « Mais je ne me donnerai pas la peine de défaire mes valises. La diligence repasse dans 5 jours. » Elle l'ignora et récupéra sa malle à l'arrière de la voiture, surprise par son poids. Le cocher, un homme âgé aux yeux bienveillants, commença à l'aider, mais elle lui fit signe de la laisser faire. Si elle voulait prouver qu'elle était capable, elle devait commencer maintenant. Elle traîna la malle dans la poussière, ses bras tendus par l'effort, la sueur coulant maintenant dans son dos sous la chaleur écrasante. La pension de famille était une structure en bois de 2 étages qui avait autrefois été peinte en blanc, mais qui montrait maintenant plus de bois gris que de peinture. Un petit jardin s'épanouissait miraculeusement à côté, ses pousses vertes défiant le paysage aride. Margaret frappa à la porte et attendit. La femme qui répondit avait la 50aine, des cheveux noirs striés d'argent tirés en un chignon pratique. Sa robe était en coton simple et son visage portait les rides de quelqu'un qui avait traversé des épreuves et en était sorti plus fort. « Vous devez être Mademoiselle Louise, » dit-elle, son accent portant des inflexions à la fois chinoises et occidentales. « Votre télégramme disait que vous aviez besoin d'une chambre pour 3 mois. »« Oui, madame. » Elle renifla avec dédain. « Bien qu'apparemment, la ville pense que je ne tiendrai pas 3 jours. » Les lèvres de Sarah Chen tressaillirent de ce qui aurait pu être de l'amusement. La ville aime penser beaucoup de choses. Entrer avant de fondre. Cette chaleur n'est pas tendre avec les nouveaux venus. L'intérieur de la pension était étonnamment frais et impeccablement propre. Des meubles simples remplissaient la pièce principale et une odeur de plats savoureux s'échappait de la cuisine. Sarah conduisit Margaret à l'étage dans une petite chambre avec un lit, une table de toilette et une fenêtre donnant sur la rue principale.
Le loyer est de 15 par mois. Cela inclut 2 repas par jour, dit Sarah. Il y a une pompe à l'arrière pour la lessive. Les latrines sont derrière le jardin. Le samedi soir, je chauffe de l'eau pour les bains, mais vous devrez aider à la transporter si vous en voulez un. C'est tout à fait acceptable, dit Margaret, posant sa réticule sur le lit. Madame Chen, je dois trouver du travail. Mon père m'a envoyé ici avec des fonds minimes dans le cadre de son défi. Je dois subvenir à mes besoins. Sarah l'étudia un long moment. Que savez-vous faire? Je sais lire et écrire en anglais, en français et en italien. Je suis excellente avec les chiffres. J'ai géré les comptes de la maison pendant des années. Je sais coudre, même si j'avoue que mon expérience est plus en broderie qu'en raccommodage pratique. Je sais un peu cuisiner, mais mon expérience est limitée. Je suis prête à apprendre tout ce qui est nécessaire. Le poste d'institutrice est pourvu, dit lentement Sarah. Et la plupart des gens ici n'ont pas les moyens de s'offrir de la broderie de luxe. Mais laissez-moi me renseigner. Williams n'est pas une grande ville, mais nous avons nos besoins. En attendant, vous pouvez m'aider à la pension en échange d'un loyer réduit. Cela vous permettra de faire durer votre argent plus longtemps. Merci, dit Margaret. Margaret, sincèrement reconnaissante. J'apprécie vraiment votre gentillesse. Ne me remerciez pas tout de suite. Les gens d'ici ne sont pas méchants, mais ils se méfient des étrangers, surtout des riches qui ont l'air de n'avoir jamais manqué un repas. Vous devrez faire vos preuves et ce ne sera pas facile. Sarah la laissa déballer ses affaires et Margaret s'assit sur le lit, soudain submergée par la réalité de sa situation. Par la fenêtre, elle pouvait voir la rue poussiéreuse, quelques chevaux attachés à des poteaux et des bâtiments qui semblaient ne pouvoir être renversés par un vent fort. Cela ne ressemblait en rien à Boston, en rien à aucun endroit où elle avait jamais été. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté le défi de son père, le doute s'insinua dans son esprit. Mais elle avait fait son choix et Margaret Louise n'avait jamais reculé devant rien dans sa vie. Elle enfila sa robe la plus simple, un coton bleu clair qui était encore bien trop élégant pour Williams, mais au moins ostentatoire que sa tenue de voyage en soie. Quand elle descendit, Sarah était dans la cuisine, remuant une grande marmite sur un poêle à bois qui rendait la pièce déjà chaude semblable à un four. « Comment puis-je aider? » demanda Margaret. Sarah désigna un tas de pommes de terre. « Celles-ci doivent être épluchées. Il y a un couteau et un bol sur la table. » Margaret avait vu les servantes de cuisine accomplir cette tâche des centaines de fois, mais ne l'avait jamais faite elle-même. Elle prit le couteau et commença à retirer soigneusement la peau, produisant des épluchures épaisses qui gaspillaient près de la moitié de la pomme de terre. « Comme ça, » dit Sarah, prenant le couteau et montrant une technique qui produisait des épluchures fines comme du papier. « La nourriture est trop précieuse ici pour être gaspillée. » Margaret essaya de nouveau, s'en sortant mieux cette fois. Ses mains bougeaient lentement, sans pratique, mais elle se concentra sur la tâche avec détermination. Elles travaillèrent en silence pendant un moment. Les seuls bruits étaient le bouillonnement de la marmite et le couteau contre la peau des pommes de terre. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici? » demanda finalement Sarah. « Les filles de riches ne viennent pas dans des endroits comme Williams sans raison. » Margaret lui raconta la vérité sur le pari avec son père, sur son désir de faire quelque chose de significatif de sa vie, au lieu de devenir le trophée d'un autre homme riche. Sarah écouta sans l'interrompre, ses mains ne cessant jamais leur travail efficace. « Votre père a l'air d'un imbécile, » dit Sarah quand Margaret eut fini. « Mais au moins, il a élevé une fille qui a du crâne. Vous en aurez besoin. Cette ville a déjà parié de l'argent sur la date de votre départ. Que voulez-vous dire? Pete Tompkins a lancé un pari collectif il y a environ 1 heure. La plupart des gens parient que vous partirez d'ici 1 semaine. Quelques optimistes pensent que vous pourriez tenir 2 semaines. Personne n'a parié que vous resteriez le mois entier et encore moins 3. La main de Margaret s'immobilisa sur la pomme de terre qu'elle épluchait. Ils parient sur mon échec. Ils parient sur ce qu'ils connaissent. Les gens de la ville passent parfois, cherchant l'aventure ou essayant d'échapper à quelque chose. Ils ne tiennent jamais. La terre est dure, le travail est encore plus dur, et la plupart des gens qui ne sont pas nés pour ça ne peuvent pas s'adapter. Sarah croisa son regard. « Mais je vis dans cette ville depuis 23 ans, depuis que mon mari m'a amené ici de San Francisco. J'ai vu toutes sortes de gens aller et venir, et quelque chose me dit que vous pourriez être différente. Pourquoi?
Parce que vous êtes ici à éplucher des pommes de terre au lieu de pleurer dans votre chambre. C'est un début. Le lendemain matin, Margaret se réveilla au son des coqs et au soleil qui brillait déjà à travers sa fenêtre. Son corps était endolori par le travail de la veille. Elle avait aidé Sarah à cuisiner, nettoyer, faire la vaisselle et transporter de l'eau jusque bien après la tombée de la nuit. Ses mains, douces après une vie de privilège, avaient développé deux petites ampoules. Elle s'habilla et descendit pour trouver Sarah déjà dans la cuisine. Trois hommes étaient assis à la grande table de la salle à manger, des pensionnaires qui travaillaient à la scierie voisine. Ils la dévisagèrent quand elle entra, leur conversation s'interrompant en plein milieu. « Bonjour, dit Margaret, déterminée à être agréable. « Je suis Margaret Louise. » Les hommes hochèrent la tête mais ne se présentèrent pas, se retournant vers leur petit déjeuner dans un silence inconfortable. Margaret aida Sarah à apporter des assiettes d'œufs, de bacon et de biscuits, notant comment les yeux des hommes suivaient chacun de ses mouvements avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Après le petit déjeuner, alors que Margaret faisait la vaisselle, Sarah mentionna qu'elle avait parlé à quelques personnes au sujet du travail. Le magasin général pourrait avoir besoin d'aide pour l'inventaire et la comptabilité. Thomas Brennan, qui le tient, vieillit, et ses yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais il est têtu. Vous devrez le convaincre. Margaret s'essuya les mains et se rendit au magasin général, ignorant les regards insistants des gens dans la rue. L'intérieur était sombre et encombré, avec des marchandises empilées au hasard sur des étagères qui atteignaient le plafond. Un homme dans la soixantaine se tenait derrière le comptoir, plissant les yeux sur un registre. « Monsieur Brennan, je m'appelle Margaret Louise. Madame Chen m'a suggéré de vous parler pour vous aider avec votre comptabilité. » Thomas Brennan leva les yeux, son regard parcourant sa robe coûteuse et ses cheveux coiffés. « Je n'ai pas besoin d'aide. Votre système d'inventaire semble être chronologique plutôt que catégorique, dit Margaret en jetant un coup d'œil aux étagères. Et si je lis bien votre registre d'ici, ce qui, je l'admets, n'est peut-être pas le cas, vous avez enregistré la même transaction 2 fois la semaine dernière. Son visage devint rouge. Écoutez-moi bien, mademoiselle la grande dame. Je n'essaie pas de vous insulter, monsieur. J'essaie de vous offrir mon aide. Vos yeux vous fatiguent, c'est évident. Vous plissez les yeux sur le registre et vous l'avez positionné pour capter la lumière de la fenêtre, ce qui aide mais n'est pas suffisant. J'ai une excellente vue et une expérience significative en comptabilité. Je travaillerai pour 50 cents par jour, ce qui, je crois, est inférieur au tarif standard, et je réorganiserai votre système d'inventaire sans frais supplémentaires. Thomas la fixa un long moment. Vous travaillerez pour 50 cents par jour. Pourquoi si peu cher? Parce que je dois faire mes preuves, et je comprends que vous prenez un risque avec quelqu'un qui n'a pas été testé. Si après 1 semaine vous n'êtes pas satisfait de mon travail, vous pouvez me renvoyer sans rancune. Il réfléchit un moment, puis désigna le registre de contre-cœur. Très bien, 1 semaine, mais vous organisez les choses à ma façon. Compris? C'est mon magasin. Bien sûr, monsieur, je ne songerai pas à outrepasser mes fonctions. Margaret passa le reste de la journée penchée sur le registre, qui était en effet un vrai désordre. Thomas tenait le magasin depuis 30 ans et avait son propre système qui avait du sens pour lui, mais qui serait incompréhensible pour quiconque d'autre. Elle travailla méthodiquement, lui posant des questions lorsque c'était nécessaire, se faisant lentement une image plus claire de l'inventaire et des finances du magasin. Pendant qu'elle travaillait, les clients allaient et venaient, et elle pouvait les entendre chuchoter à son sujet. Le pari collectif était apparemment de notoriété publique maintenant, avec des cotes mises à jour régulièrement. Le consensus général semblait être qu'elle tiendrait exactement 1 semaine avant de retourner en courant vers l'est, la queue entre les jambes. En fin d'après-midi, la porte s'ouvrit et un homme entra, attirant immédiatement l'attention de Margaret. Il était grand, probablement dans le milieu de la vingtaine, avec une peau hâlée par le soleil et des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe. Il portait le même denim et le même coton usé que tous les autres hommes de la ville, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir. De la confiance sans arrogance, de la force sans fanfaronnade. « Bonjour Thomas, dit-il, sa voix un grondement grave qui semblait remplir le petit magasin. « J'ai besoin de 20 pieds de corde, d'une nouvelle bride et de sel si vous en avez. »« J'ai tout sauf la bride, Gideon, » répondit Thomas. « Je devrais en recevoir la semaine prochaine. » L'homme, Gideon, hocha la tête puis ses yeux trouvèrent Margaret.
Elle croisa son regard, notant que ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle de gris vert. Il ne la dévisageait pas comme les autres hommes de la ville l'avaient fait. Au lieu de cela, il lui lança un seul regard évaluateur, puis reporta son attention sur Thomas. « J'ai entendu dire que vous aviez engagé la dame de Boston, » dit Gideon. « Je ne pensais pas que vous étiez du genre à parier, Thomas. »« Je ne parie sur rien, » dit Thomas sur la défensive. « J'ai besoin d'aide avec les livres, et elle a offert à un prix juste. » Mouais. Le ton de Gideon suggérait qu'il n'y croyait pas tout à fait. La cagnotte était à combien maintenant? Aux dernières nouvelles, 300 $. La plupart sur son départ dans les 10 jours. Vraiment. Pour la première fois, Gideon se tourna de nouveau vers Margaret et elle crut voir quelque chose qui aurait pu être de l'intérêt scintillé dans ses yeux inhabituels. Ça semble être beaucoup d'argent à parier contre quelqu'un que vous ne connaissez même pas. « Tu penses à placer un pari, Gideon? » demanda Thomas. « Je ne parie pas sur la misère des gens, » dit Gideon doucement. Il paya ses provisions et partit sans un autre mot. « Qui était-ce? » demanda Margaret quand la porte se referma derrière lui. « Gideon Vance. Il a un ranch à environ 5 miles au nord de la ville. Il élève du bétail, reste plutôt dans son coin. Un homme bon, honnête, qui paye ses dettes. Son père a commencé le ranch il y a 30 ans, et Gideon a repris quand son père est mort il y a 6 ans. » Thomas plissa les yeux vers elle. « Pourquoi ça vous intéresse? »« Simple curiosité, » dit Margaret, retournant au registre, bien qu'elle se surprenne à penser à ses yeux gris-verts et à la force tranquille dans la voix de Gideon Vance. Elle travailla jusqu'à la fermeture du magasin au coucher du soleil, le dos endolori de s'être penché sur le registre. Thomas admit à contre-cœur qu'elle avait fait du bon travail et lui dit de revenir demain. Margaret retourna à la pension alors que la température commençait enfin à baisser. Son corps était épuisé, mais son moral était au beau fixe. Elle avait survécu à une journée complète. Plus que 4,29 à tenir. Au cours de la semaine suivante, Margaret prit un rythme. Elle se levait avant l'aube, aidait Sarah avec le petit déjeuner, travaillait au magasin général jusqu'à la fermeture, puis revenait pour aider avec le dîner et les corvées du soir. Ses mains se couvrirent de callosité. Sa peau claire, malgré tous ses efforts pour rester couverte, commença à se couvrir de taches de rousseur à cause du soleil intense. Ses muscles, peu habitués au travail physique, lui faisaient constamment mal. La ville continuait de la regarder avec des yeux sceptiques. Le pari collectif grossissait, mais lentement, presque imperceptiblement, quelques personnes commencèrent à se détendre. Thomas cessa de maugréer sur sa présence. Le maître de poste, un homme très âgé nommé Herbert, commença à lui tirer son chapeau quand elle passait. L'un des ouvriers de la scierie qui logeait chez Sarah se présenta même comme Frank et lui demanda comment elle s'installait. De petites victoires, mais des victoires quand même. Gideon Vance vint au magasin général 2 autres fois cette semaine-là. Chaque fois, il était poli mais distant, faisant ses affaires efficacement et partant sans conversation inutile. Mais Margaret remarqua qu'il semblait toujours arriver quand le magasin était bondé, quand d'autres hommes étaient là à faire des blagues grossières sur le pari collectif ou à spéculer bruyamment sur la douceur de ses mains. Gideon ne participait jamais à ces conversations, mais sa présence semblait mettre les autres hommes suffisamment mal à l'aise pour qu'ils modèrent leurs commentaires. Le samedi soir, exactement 1 semaine après son arrivée, Margaret aidait Sarah à chauffer de l'eau pour les bains quand quelqu'un frappa à la porte de la pension. Sarah répondit et revint avec un froncement de sourcils. « Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il dit que c'est important. » Margaret s'essuya les mains et se dirigea vers la porte, surprise de trouver Gideon Vance sur le porche, son chapeau à la main. « Monsieur Vance, y a-t-il un problème? » « C'est possible, » dit-il. « Pouvez-vous venir avec moi 1 minute? Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Curieuse et légèrement inquiète, Margaret le suivit dans la rue. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Gideon la conduisit au saloon qu'elle avait soigneusement évité toute la semaine. Le son des rires masculins et des verres qui s'entrechoquent s'échappait de la porte ouverte. « Je ne pense pas que je devrais entrer là-dedans, » dit Margaret. « Vous n'avez pas besoin. Écoutez juste 1 minute. » Ils se tinrent à l'extérieur du saloon et Margaret pouvait entendre clairement les voix. Pete Tompkins tenait le crachoir, sa voix forte à cause de l'alcool. « Je vous le dis, elle ne passera pas le dimanche. Elle a déjà l'air épuisée. Vous avez vu ses mains hier? Toutes rugueuses et rouges. Elle va se rendre compte que ça n'en vaut pas la peine et prendre la prochaine diligence vers l'est.
J'ai 50 $ qui disent qu'elle sera partie d'ici lundi. J'en ai 20 qui disent qu'elle tiendra jusqu'à mercredi, intervint une autre voix. Elle est têtue, je lui accorde ça. Têtue ne veut rien dire quand on n'est pas fait pour cette vie, répliqua Pete. C'est une fleur de serre, jolie à regarder, mais incapable de survivre au vrai temps. Margaret sentit son visage rougir de colère et d'embarras. Entendre parler du pari collectif était une chose. Entendre ces hommes discuter d'elle comme si elle était un cheval de course en était une autre. « Pourquoi vouliez-vous que j'entende ça ?» demanda-t-elle doucement à Gideon. « Parce que vous devriez savoir à quoi vous avez affaire, dit-il. Ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Certains d'entre eux ne veulent pas que vous réussissiez parce qu'ils ont de l'argent en jeu sur votre échec. D'autres ne veulent pas que vous réussissiez parce que cela remettrait en question tout ce qu'ils croient sur les gens de la ville et les femmes qui pensent pouvoir s'en sortir seules. Et vous, Monsieur Vance, que voulez-vous? » Il la regarda et, dans la lumière déclinante, son expression était difficile à lire. « Je veux que vous sachiez que tout le monde à Williams ne parie pas contre vous. Et je veux que vous sachiez à quoi vous avez affaire pour que vous puissiez décider si ça en vaut la peine. »« Ça en vaut la peine, » dit Margaret sans hésitation. « Merci de m'avoir montré ça, mais ça ne change rien. Je ne pars pas. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du respect peut-être, ou de l'approbation. « Bien, vous aurez besoin de provisions si vous prévoyez de rester. Le travail que vous faites avec Thomas est bien, mais vous aurez besoin de plus de revenus si vous voulez tenir 3 mois. J'ai une proposition à vous faire si ça vous intéresse. Je vous écoute. Mon ranch se porte assez bien, mais je suis en retard sur ma comptabilité. J'ai 2 ans de reçus et de registres à organiser. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui peut m'aider à écrire des lettres à des acheteurs potentiels dans l'Est. Je ne suis pas très doué avec les mots sophistiqués et je pense que je perds des ventes à cause de ça. Je peux vous payer $1 par jour, 3 jours par semaine. Vous iriez au ranch le matin, travailleriez jusqu'en fin d'après-midi, puis reviendriez en ville. C'est généreux, Monsieur Vance. Pourquoi me proposez-vous cela? Parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Et parce que je me dis que si la ville doit parier sur votre réussite ou votre échec, quelqu'un devrait vous donner une chance équitable de réussir. Il fit une pause. Et parce que je n'aime pas les brutes, et c'est ce que ce pari collectif est devenu, du harcèlement. Margaret considéra l'offre. $1 par jour, c'était le double de ce que Thomas la payait. 3 jours par semaine lui donneraient assez de revenus pour non seulement survivre, mais pour prouver à son père qu'elle pouvait prospérer. Mais cela signifierait aussi passer beaucoup de temps seule avec un homme qu'elle connaissait à peine, ce qui pourrait nuire à sa réputation, si tant est qu'elle en ait une à Williams. D'un autre côté, sa réputation dans cette ville consistait actuellement à être le sujet d'un pari collectif. Qu'avait-elle à perdre? « J'accepte votre offre, Monsieur Vance. Quand dois-je commencer? »« Lundi. Venez au ranch à l'aube. Savez-vous monter à cheval? »« Oui, mais je devrais trouver un cheval. »« J'amènerai un cheval supplémentaire en ville lundi matin. Retrouvez-moi ici à la pension. » Ils retournèrent ensemble dans un silence confortable. Quand ils atteignirent la porte de Sarah, Gideon remit son chapeau et lui fit un signe de tête. « Une dernière chose, mademoiselle Louise. Ne laissez pas ce que ces hommes au saloon ont dit vous atteindre. Ils ont peur. » « Peur de quoi? » « D'avoir tort, de découvrir que le monde est plus grand et plus compliqué qu'ils ne le pensaient. Du changement. » Il tira son chapeau. « Bonne nuit, mademoiselle Louise. »« Bonne nuit, Monsieur Vance, et merci. » Margaret le regarda s'éloigner, sa grande silhouette disparaissant progressivement dans l'obscurité. Pour la première fois depuis son arrivée à Williams, elle ressentit autre chose qu'une détermination farouche. Elle ressentit de l'espoir. Le dimanche fut le premier jour de repos de Margaret depuis son arrivée. Elle le passa à aider Sarah à s'occuper du jardin et à apprendre à laver correctement le linge dans la grande bassine derrière la pension. Le travail physique était épuisant, mais il y avait quelque chose de satisfaisant à voir le linge propre suspendu sur la corde, à regarder le jardin s'épanouir sous les instructions patientes de Sarah. En fin d'après-midi, Sarah suggéra qu'elles aillent à la petite église en bordure de ville pour l'office du soir. Margaret avait évité l'église, sachant qu'elle y affronterait le regard de toute la ville en un seul lieu, mais Sarah insista. « Tu ne peux pas te cacher d'eux éternellement, » dit Sarah. « Et le révérend Matthews est un homme bon. Il n'approuve ni le jeu ni la cruauté. » L'église était un simple bâtiment en bois avec des bancs nus
et aucune décoration à l'exception d'une croix sur le mur. Environ 40 personnes étaient rassemblées lorsque Margaret et Sarah arrivèrent, et la conversation cessa dès qu'elles entrèrent. Margaret garda la tête haute et s'assit près du fond, sentant des dizaines d'yeux sur elle. Le Reverend Matthews était un homme mince dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une voix douce. Son sermon portait sur la persévérance et la foi, sur la confiance dans le plan de Dieu même lorsque le chemin semblait impossible. Margaret se demanda s'il avait choisi ce sujet spécialement pour elle. Après l'office, la plupart des gens sortirent rapidement, mais quelques femmes s'approchèrent de Margaret. Elles se présentèrent comme Beth, Carolyn et Susan, et faisaient une partie des rares personnes en ville qui avaient été cordiales avec elle. Nous voulions t'inviter à notre cercle de quilting, dit Beth. Elle avait à peu près l'âge de Margaret, avec des cheveux roux et des taches de rousseur. Nous nous réunissons le jeudi soir chez moi. Ce n'est pas luxueux, mais nous serions heureuses de t'avoir parmi nous. C'est très gentil, dit Margaret, surprise et touchée. J'aimerais beaucoup. Ne fais pas attention aux hommes et à leurs paris, ajouta Caroline. Elle était plus âgée, peut-être 40 ans, avec des cheveux blonds grisonnants. Ils n'ont rien de mieux à faire que de créer des problèmes. La plupart d'entre nous, les femmes, pensons que la façon dont ils te traitent est honteuse. Bien que j'admette, dit Susan avec un petit sourire, que certaines d'entre nous sont curieuses que de savoir ce qui pousse une dame de Boston à venir dans un endroit comme Williams. Margaret leur donna la version abrégée de son histoire, omettant certains des détails plus personnels sur les manipulations de son père et sa détermination à éviter le mariage avec Richard Hartford. Les femmes écoutèrent avec intérêt et sympathie. « Bien joué, dit fermement Beth. Mon père a essayé de me marier à un éleveur qui avait le double de mon âge quand j'avais 17 ans. Je me suis enfuie et j'ai travaillé comme couturière jusqu'à ce que je puisse me payer mon propre logement. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Elles parlèrent encore un moment et Margaret sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Ces femmes comprenaient, au moins en partie, ce qu'elle essayait de faire. Elles ne pariaient pas sur son échec. Elles espéraient tranquillement sa réussite. Le lundi matin arriva avec les premières lueurs d'un temps plus frais. Margaret enfila ses vêtements les plus pratiques, qui semblaient encore peu adaptés au travail de ranch, et retrouva Gideon devant la pension à l'aube. Il avait amené 2 chevaux, un grand hongre bay pour lui-même, et une jument alezane plus petite pour elle. « Voici Rosie, » dit-il en tendant les rênes à Margaret. « Elle est douce mais fougueuse. Elle te traitera bien si tu la traites bien. » Margaret monta en selle avec aisance, reconnaissante pour les leçons d'équitation qu'elle avait prises dans son enfance, bien que ces leçons aient eu lieu sur des selles anglaises, avec un instructeur surveillant chacun de ses mouvements. Cette selle western était différente, plus pratique, mais moins familière. Ils quittèrent la ville alors que le soleil se levait à l'horizon, peignant le paysage désertique de nuances d'or et de rose. L'air était encore frais, un soulagement par rapport à la chaleur étouffante de l'après-midi. Margaret respira profondément, surprise de voir à quel point elle appréciait les grands espaces, le ciel infini, le sentiment de possibilité. « C'est magnifique, dit-elle. Gideon la regarda, comme surpris par ce commentaire. La plupart des gens de la ville trouvent ça aride. « C'est aride, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas magnifique. Il y a une honnêteté là-dedans, rien de caché, rien qui ne prétend être ce qu'il n'est pas. » Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, les seuls bruits étant les sabots des chevaux et le cri occasionnel d'un oiseau. Margaret étudiait Gideon quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, notant la facilité avec laquelle il était assis sur son cheval, la vigilance avec laquelle il scrutait le paysage, la compétence qui semblait émaner de lui. Le ranch van s'apparut progressivement, d'abord comme un moulin à vent à l'horizon, puis comme un ensemble de bâtiments qui devinrent plus clairs à mesure qu'ils approchaient. La maison principale était une longue structure basse en bois et en pierre, construite pour résister aux intempéries. Une grange se tenait à proximité, ainsi que plusieurs corrals et de plus petits bâtiments. Du bétail paissait au loin, des taches sombres sur l'herbe pâle. « Ce n'est pas luxueux, » dit Gideon, semblant presque s'excuser. « Mais c'est chez moi. » C'est merveilleux, dit Margaret honnêtement. Il y avait quelque chose de solide et de réel dans ce ranch, quelque chose qui parlait de travail acharné et de persévérance. Gideon la fit entrer dans la maison, qui était sobrement meublée mais propre. La pièce principale contenait une grande table, plusieurs chaises et une cheminée en pierre.
Une porte menait à ce qui semblait être une chambre et une échelle dans le coin montait à une mezzanine. Mon bureau est ici, dit Gideon, désignant la table, qui était couverte de papiers, de reçus, de registres et de ce qui semblait être plusieurs années de correspondance. C'est un désordre, je le sais. Je suis meilleur avec le bétail qu'avec la paperasse. Margaret examina le chaos et sentit un défi monter en elle. J'ai vu pire. Avez-vous un système de classement en tête ou dois-je en créer un? Créez ce qui vous semble logique. Tant que je peux trouver les choses quand j'en ai besoin, je serai content. Il passait même la matinée à trier les papiers. Gideon expliqua ses affaires, l'achat et la vente de bétail, les schémas saisonniers, les différents acheteurs avec qui il traitait. Margaret prit des notes et commença à créer des catégories, classant les papiers en piles organisées. C'était un travail satisfaisant. Mettre de l'ordre dans le chaos. Vers midi, Gideon sortit pour travailler avec le bétail, disant à Margaret de continuer à son propre rythme. Elle se plongea dans la tâche, ne remarquant à peine le temps qui passait. Quand Gideon revint en fin d'après-midi, elle avait créé un système de classement complet et avait organisé 2 ans de reçus chronologiquement dans chaque catégorie. J'aurais besoin de plusieurs jours de plus pour tout transférer dans un registre approprié, dit-elle en lui montrant ce qu'elle avait fait. Mais cela devrait faciliter la recherche de transactions spécifiques lorsque vous en aurez besoin. Gideon étudia les piles organisées, puis la regarda avec une sorte d'émerveillement. « Vous avez fait tout ça en une seule journée? »« C'est ce pourquoi je suis doué, » dit simplement Margaret. « L'organisation, les schémas, les systèmes, c'est comme ça que mon esprit fonctionne. »« Votre père est un imbécile, » dit Gideon doucement. « Vous envoyer ici pour prouver que vous pouvez survivre à l'adversité, alors que ce que vous devriez prouver, c'est la valeur de vos compétences. » Margaret sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ce compliment inattendu. « Merci, Monsieur Vance. Appelez-moi Gideon. Nous allons travailler ensemble régulièrement. Autant se tutoyer. Alors vous devriez m'appeler Margaret. » Ils retournèrent en ville au coucher du soleil. Tous deux étaient fatigués mais satisfaits de la journée de travail. Alors qu'ils approchaient de Williams, Gideon dit « Même heure mercredi, je serai prêt. » Margaret prit un rythme au cours des 2 semaines suivantes. 3 jours par semaine, elle se rendait au ranch de Gideon où elle organisait sa paperasse et l'aidait à rédiger des lettres pour des acheteurs potentiels. Les autres jours, elle travaillait au magasin général, continuant d'améliorer le système d'inventaire et la comptabilité de Thomas. Les soirs, elle aidait Sarah à la pension et le jeudi, elle assistait au cercle de quilting où elle se liait lentement d'amitié avec Beth, Carolyn, Susan et plusieurs autres femmes. L'attitude de la ville à son égard commença à changer. Le pari collectif était toujours actif, mais les cotes changeaient. De plus en plus de gens pariaient qu'elle tiendrait au moins 3 semaines. Quelques âmes courageuses mirent même de l'argent sur le fait qu'elle tiendrait le mois entier. Mais c'est sa relation avec Gideon qui subit le changement le plus significatif. Ce qui avait commencé comme un arrangement purement professionnel devint progressivement quelque chose de plus complexe. Ils parlaient en travaillant, partageant des histoires sur leur passé, leurs rêves, leurs frustrations. Margaret apprit que Gideon avait été fiancé une fois à une fille de Flagstaff, mais elle avait rompu quand elle avait réalisé à quel point la vie au ranch serait isolée. Elle voulait la civilisation, dit Gideon un jour alors qu'il prenait une pause pour déjeuner sur le porche. Des magasins réguliers, des voisins proches, des événements sociaux. Elle a essayé de me convaincre de vendre le ranch et de déménager à Flagstaff, mais c'était terrestre dans mon sang. Je ne pourrais pas plus la quitter que je ne pourrais arrêter de respirer. « L'aimiez-vous? » demanda Margaret. Je le pensais à l'époque. Avec le recul, je pense que j'aimais plus l'idée de ne pas être seul que je ne l'aimais elle spécifiquement. Il regarda le vaste paysage. Cette vie n'est pas pour tout le monde. Il faut un certain type de personne pour s'épanouir ici. Margaret suivit son regard, pensant à quel point elle en était venue à apprécier la beauté austère du territoire de l'Arizona, le ciel infini, le sentiment d'espace et de possibilité. Je commence à comprendre pourquoi les gens restent. Gideon la regarda, puis la regarda vraiment, et Margaret sentit quelque chose changer entre eux. L'air semblait s'épaissir, chargé d'une tension inexprimée. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Gideon s'éclaircit la gorge et se leva. « Nous devrions retourner au travail. »
Le moment passa, mais Margaret ne pouvait oublier la façon dont il l'avait regardé, ni la façon dont son cœur s'était emballé en réponse. 3 semaines après son arrivée à Williams, Margaret reçut un télégramme de son père. Il était bref et direct. Surpris que tu aies tenu aussi longtemps. M'attends toujours à te voir à la maison d'ici la fin du mois. Richard demande de tes nouvelles. Margaret froissa le télégramme dans son poing, la colère montant en elle. Son père ne croyait toujours pas en elle. Il pensait toujours que tout cela n'était qu'un jeu qu'elle finirait par perdre. Et la mention de Richard Hartford était clairement destinée à lui rappeler ce qui l'attendait si elle échouait. Elle était assise sur le porche de la pension, essayant de calmer sa colère, quand Gideon arriva à cheval. Ce n'était pas un jour de travail prévu et elle le regarda avec surprise. Un problème? Demanda-t-elle. Je pourrais te poser la même question. Tu as l'air prête à cracher du feu. Margaret lui tendit le télégramme froissé. Il le lut et sa mâchoire se serra. Ton père n'abandonne pas, n'est-ce pas? Il n'a jamais eu à le faire. Les gens finissent toujours par faire ce qu'ils veulent. Elle se leva et fit les 100 pas sur le porche. Mais je ne pars pas. Je me fiche de ce qu'il dit ou de ce que Richard Hartford veut. Je reste les 3 mois complets et ensuite je retournerai à Boston et je dirai à mon père exactement ce que je pense de ces manipulations. Et si tu ne retournais pas du tout? Dit Gideon doucement. Margaret cessa de faire les 100 pas et le regarda. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si tu restais ici, à Williams? Tu as du travail, tu t'es fait des amis, et tu sembles plus heureuse que je ne l'imagine à Boston. Il descendit de cheval et vint se tenir au pied des marches du porche, la regardant. Et si tu ne laissais plus ton père dicter ta vie? J'y ai pensé, admet Margaret. Mais je dois l'affronter. Je dois prouver que je ne me suis pas simplement enfui, que j'ai fait un choix délibéré et que je l'ai mené à bien. C'est juste. Mais après avoir prouvé ce que tu avais à prouver, envisage de revenir. Williams pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi. Je pourrais avoir besoin de quelqu'un comme toi. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, qui coupa le souffle de Margaret. Ce n'était pas seulement une question de comptabilité ou de respect professionnel. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Gideon, commença-t-elle, ne sachant pas ce qu'elle allait dire. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Pete Tompkins et 2 de ses amis apparurent au coin de la rue, clairement ivres malgré le milieu de l'après-midi. « Tiens, tiens, articula difficilement Pete, si ce n'est pas la princesse de Boston et son cowboy. Tout le monde sait que tu passes du temps seul avec elle, Vance. Ce n'est pas convenable. »« Rentre chez toi, Pete, » dit Gideon, sa voix dure. « Va cuver ton vin. »« Sinon quoi? Tu vas te battre avec moi pour son honneur. » Pete rit. « Elle n'a probablement même plus d'honneur, à passer tout ce temps seul avec toi. » Gideon bougea si vite que Margaret le vit à peine. Un instant, il se tenait au pied des marches. L'instant d'après, il tenait Pete par le col de sa chemise, le soulevant légèrement du sol. « Présente tes excuses à la dame, » dit Gideon doucement. Il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix qui fit reculer les compagnons de Pete. « Je ne voulais rien dire de mal, » balbutia Pete, soudainement dégrisé. « Je plaisantais juste. »« Excuse-toi. Je suis désolé, mademoiselle Louise. J'ai parlé sans réfléchir. » Gideon le relâcha et Pete recula en trébuchant. « Si je t'entends, toi ou n'importe qui d'autre, parler de mademoiselle Louise de cette manière à nouveau, nous aurons une conversation beaucoup plus longue. Compris? » Pete hocha la tête et s'éloigna précipitamment, ses amis le suivant. Gideon se tourna vers Margaret et elle vit que ses mains tremblaient légèrement. « Je m'excuse pour ça, dit-il. Je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid. »« Ne t'excuse pas de m'avoir défendu, » dit Margaret. Elle descendit les marches et se tint près de lui, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux gris-verts. Personne n'a jamais fait ça avant. À Boston, les hommes auraient ri avec la blague grossière et m'auraient ensuite dit que j'étais trop sensible si je m'étais opposé. « Alors les hommes de Boston sont des imbéciles, » dit Gideon. Il tendit la main et glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Tu mérites d'être traité avec respect, Margaret. » Elle se pencha contre son contact sans réfléchir. Et puis sa main se posa sur son visage, il se pencha et elle se hissa sur la pointe des pieds pour le rencontrer. Le baiser fut doux au début, hésitant, tous deux explorant ce nouveau territoire. Puis les mains de Margaret s'agrippèrent à sa chemise,
Et le bras de Gideon s'enroula autour de sa taille, la rapprochant, et le baiser s'approfondit en quelque chose qui lui fit oublier le télégramme de son père, le pari collectif, tout sauf la sensation des lèvres de Gideon sur les siennes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Gideon posa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis des semaines, admit-il. Moi aussi je le voulais, murmura Margaret en retour. Ils restèrent là un long moment, enlacés, et Margaret sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. C'était ce qu'elle avait cherché sans le savoir. Pas seulement l'indépendance ou la chance de faire ses preuves, mais quelqu'un qui la voyait entièrement et l'appréciait pour exactement qui elle était. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de travail et de moments volés. Margaret et Gideon prenaient soin de maintenir les convenances en public, mais pendant leur journée de travail au ranch, ils se rapprochèrent. Ils parlaient de tout, de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs rêves. Gideon lui parla de son enfance, de l'apprentissage de l'élevage de bétail avec son père, de la solitude des 6 dernières années à gérer le ranch seul. Margaret lui parla des attentes étouffantes de la société de Boston, de son désir de faire un travail significatif au lieu d'être décorative, de sa peur de ne jamais trouver quelqu'un qui la comprenne. « Je te comprends », dit Gideon un après-midi alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les nuages d'orage s'accumuler à l'horizon. « Peut-être pas tout, pas encore, mais je veux le faire. Je veux connaître chaque partie de toi, Margaret. » Elle l'embrassa alors, et le baiser fut interrompu par les premières gouttes de pluie. Ils rirent et coururent à l'intérieur, et Gideon alluma un feu dans la cheminée pendant que Margaret préparait du café. C'était domestique, confortable et juste. En ville, le pari collectif atteignit son point critique. Margaret était à Williams depuis 4 semaines, défiant les attentes de presque tout le monde. L'argent changea de main alors que les paris pessimistes étaient perdus. Quelques personnes s'excusèrent directement auprès d'elle, admettant qu'elle l'avait mal jugé. D'autres cessèrent simplement de parler du pari, embarrassées par leur participation. Les femmes du cercle de quilting organisèrent une petite fête en l'honneur de Margaret, lui offrant une courte pointe qu'elles avaient confectionnée ensemble. Chaque carré représentait quelque chose de Williams, une histoire visuelle de l'histoire et de l'esprit de la ville. « Tu es l'une des nôtres maintenant, » dit Beth en serrant Margaret dans ses bras. « Tu as gagné ta place ici. » Margaret tenait la courte pointe et sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle était venue à Williams s'attendant à endurer 3 mois d'épreuves comme un moyen d'atteindre un but. Au lieu de cela, elle avait trouvé une communauté, un but et un amour qu'elle n'avait jamais anticipé. 5 semaines après son arrivée, alors que Margaret travaillait au magasin général, un étranger bien habillé entra. Il semblait déplacé dans son costume coûteux et ses chaussures cirées, et il regarda autour du magasin avec un dédain évident. « Je cherche Margaret Louise, dit-il à Thomas. « C'est moi, dit Margaret en se levant de derrière le comptoir. Son cœur se serra en reconnaissant l'homme, Richard Hartford. « Margaret, te voilà. Je suis venu te ramener à la maison. » Richard s'approcha d'elle comme si son apparition soudaine en Arizona n'avait rien d'inhabituel. « Ton père s'inquiète pour toi. Ce pari a assez duré. »« Je ne vais nulle part, » dit fermement Margaret. « L'accord était de 3 mois. Il me reste encore 7 semaines. Ne sois pas ridicule, regarde-toi. Tu es devenu complètement sauvage. Ta peau est brune. Tes mains sont rugueuses et tu travailles dans un magasin comme une simple ouvrière. » Richard tendit la main vers son bras. « J'ai convaincu ton père que nous devrions avancer le mariage. Nous pouvons être mariés d'ici la fin du mois. » Margaret retira son bras. « Je ne t'épouserai pas, Richard. Je n'ai jamais accepté de t'épouser et je ne le ferai jamais. Ton père t'a promis à moi. Mon père ne me possède pas. Je fais mes propres choix et je choisis de rester ici et de finir ce que j'ai commencé. » Le visage de Richard devint rouge de colère. « Tu gâches ta vie pourquoi? Cette ville poussiéreuse et ces gens ignorants. Tu es faite pour de meilleures choses, Margaret. »« J'ai trouvé de meilleures choses, » dit Margaret doucement. « J'ai trouvé un travail qui a du sens, des gens qui me respectent et une vie qui est la mienne. C'est plus que ce que j'ai jamais eu à Boston. Si c'est à cause de ce cowboy avec qui tu passes du temps, ton père m'a tout raconté. Il t'utilise, Margaret. Les hommes comme ça voient les femmes comme toi comme des tickets de repas. Il pense probablement qu'il peut t'épouser et avoir accès à l'argent de ton père.
Gideon ne m'a jamais rien demandé d'autre qu'un travail honnête pour un salaire honnête, ce qui est plus que ce que je peux dire de toi. L'expression de Richard devint laide. Très bien, reste ici et ruine-toi, mais ne t'attends pas à revenir en rampant quand tout cela s'effondrera. Tu seras une marchandise endommagée, impropre à tout mariage respectable. Alors je serai heureusement célibataire. Bonne journée, Richard. Il partit en trombe, claquant la porte derrière lui. Les mains de Margaret tremblaient, mais elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait tenu tête à Richard, aux manipulations de son père, à tout le poids des attentes de la société de Boston, et c'était merveilleux. Thomas la regarda avec un nouveau respect. Il a fallu du courage. Il a fallu être assez en colère pour enfin dire la vérité, dit Margaret, mais elle souriait. Ce soir-là, elle se rendit au ranch de Gideon. Ce n'était pas un jour de travail prévu, mais elle avait besoin de le voir, de lui raconter ce qui s'était passé. Elle le trouva dans la grange, et dès qu'il vit son visage, il posa le harnais qu'il réparait. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle lui raconta tout sur l'apparition de Richard, ses accusations, la menace de la couper complètement de sa famille. Gédéon écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure qu'elle parlait. Il t'a accusé de m'utiliser pour l'argent de mon père, termina-t-elle. Comme si tu te souciais de tout ça. Je me fiche de l'argent de ton père, dit Gideon. Je me soucie de toi, juste de toi, exactement comme tu es. Je le sais, mais l'apparition de Richard complique les choses. Mon père ne laissera pas tomber. Il enverra d'autres personnes, fera d'autres menaces. Il fera tout ce qu'il peut pour me forcer à retourner à Boston. Alors reste ici, dit Gideon, pas seulement pour 3 mois. Reste en permanence. Épouse-moi. Le souffle de Margaret se coupa. Quoi? Épouse-moi, répéta Gideon. Il prit ses mains dans les siennes. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 5 semaines. Mais je t'aime, Margaret. J'aime ta force, ton intelligence et ta détermination. J'aime la façon dont tu affrontes les défis de front. J'aime comment tu as embrassé cette vie, même si elle ne ressemble en rien à ce à quoi tu es habitué. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir avec toi chaque nuit. Je veux construire une vie avec toi, ici, sur ce ranch, dans cette ville. Dis oui. Margaret le regarda. Cet homme qui avait cru en elle depuis le début, qui lui avait donné une chance quand tout le monde pariait sur son échec. Elle pensa à la vie qu'il lui offrait, la liberté, le partenariat et l'amour. Elle pensa à Boston, au manoir de son père et à l'ambition froide de Richard Hartford. Il n'y avait aucune comparaison. Oui, dit-elle, oui, je t'épouserai. Gideon la prit dans ses bras et l'embrassa, et Margaret eut l'impression de voler. C'était juste. C'était ce qu'elle avait cherché depuis le début sans le savoir. Ils se marièrent 2 semaines plus tard dans la petite église de Williams. Toute la ville assista à la cérémonie, et le Reverend Matthews rayonnait en les déclarant mari et femme. Sarah Chen pleura. Beth, Carolyn et Susan furent les demoiselles d'honneur de Margaret. Thomas Brennan la conduisit à l'hôtel, visiblement ému par toute l'affaire. Le pari collectif fut officiellement clos, avec une poignée de personnes qui avaient parié que Margaret resterait les 3 mois complets, remportant une somme substantielle. Mais ils acceptèrent tous de donner les gains à l'Église et à l'école, estimant que c'était la chose à faire. Margaret envoya un télégramme à son père le lendemain du mariage. « Je suis resté les 3 mois comme convenu. J'ai épousé un homme bon et je vais faire ma vie à Williams, en Arizona. Je n'ai plus besoin ni ne désire votre soutien financier. Vous m'avez sous-estimé, père. J'espère qu'un jour vous le regretterez. Votre fille, Margaret Vance. » Sa réponse arriva 3 jours plus tard. « Tu n'es plus ma fille. Ne me contacte plus. » Margaret lut le télégramme et ressentit de la tristesse, mais aussi du soulagement. Elle avait coupé les liens qui l'attachaient à une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Elle était libre. La vie au ranch était plus dure que tout ce que Margaret avait connu à Boston. Elle apprit à cuisiner sur un poêle à bois, à s'occuper des poules et à ramasser les œufs, à aider avec le bétail pendant la saison du marquage. Ses mains devinrent rugueuses et cailleuses. Sa peau s'assombrit davantage sous le soleil implacable. Ses muscles se renforcèrent grâce au travail physique, mais elle était heureuse. Profondément, sincèrement heureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Gideon était un professeur patient et un mari aimant.
Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle sache simplement comment faire le travail du ranch, mais il ne la choyait pas non plus. Ils travaillaient côte à côte, partenaires dans tous les sens du terme. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche et regardaient le coucher de soleil, parlant de leur journée, faisant des projets pour l'avenir. Margaret continua à faire la comptabilité pour Thomas au magasin général un jour par semaine, et elle accepta un travail similaire pour plusieurs autres entreprises de Williams. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour aider les gens à organiser leurs finances et leurs pratiques commerciales. Et en quelques mois, elle gagnait un revenu respectable grâce à son travail de consultante. L'entreprise de Gideon prospéra sous sa direction. Elle l'aida à étendre son réseau d'acheteurs, négocia de meilleurs prix et mit en place des systèmes qui rendirent le ranch plus efficace. À la fin de leur première année de mariage, les revenus du ranch avaient doublé. Mais plus que le succès financier, c'était la vie qu'ils construisaient ensemble qui comptait. Ils firent de la maison du ranch un foyer, ajoutant des meubles et des décorations qui reflétaient leurs deux personnalités. Margaret planta un jardin et il était fier de faire pousser des légumes dans ce climat rude. Gideon agrandit le troupeau et engagea 2 employés de ranch pour l'aider avec le travail accru. Environ 18 mois après leur mariage, Margaret découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Gideon un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder un coucher de soleil spectaculaire. « J'ai une nouvelle, dit-elle, prenant sa main et la posant sur son ventre encore plat. Nous allons avoir un bébé. Le visage de Gideon se transforma de joie. Il la prit dans ses bras, la tenant doucement comme si elle pouvait se briser. « Un bébé? Nous allons avoir un bébé. » Leur fils naquit au printemps de 1885, mis au monde par Sarah Chen, qui avait servi de sage-femme pour la plupart des habitants de Williams. Ils le nommèrent Grant Thomas Vance, d'après personne en particulier, simplement parce qu'ils aimaient le nom. Grant avait les yeux gris-vert de son père et la détermination de sa mère, faisant connaître sa présence dès son premier cri vigoureux. Gideon était un père dévoué, portant Grant partout sur le ranch dès qu'il put tenir sa tête, lui apprenant tout sur la terre et le bétail. Margaret les regardait ensemble et sentait son cœur se gonfler d'amour. 2 ans plus tard, leur fille arriva, une petite chose aux cheveux sombres et au comportement calme qui contrastait fortement avec son frère aîné turbulent. Ils la nommèrent Rose Helena Vance, et elle devint rapidement la prunelle des yeux de son père. La vie s'installa dans un rythme confortable. Le ranch prospéra. Les enfants grandirent. L'entreprise de consultante de Margaret s'étendit pour inclure plusieurs ranchs et entreprises à travers le territoire. Elle devint connue comme l'un des esprits les plus vifs des affaires du nord de l'Arizona, et personne ne remit jamais en question sa capacité ou son droit de travailler. 5 ans après avoir quitté Boston, Margaret reçut une lettre inattendue. Elle venait de sa mère, avec qui elle n'avait eu aucun contact depuis le télégramme de rupture de son père. La lettre était hésitante et pleine d'excuses, expliquant que sa mère avait essayé de la contacter pendant des années, mais que son père l'en avait empêché. Maintenant, son père était mort subitement d'une crise cardiaque et sa mère voulait renouer le contact. Margaret lut la lettre plusieurs fois, ressentant un mélange complexe d'émotions. La colère contre son père pour son entêtement et sa cruauté. La tristesse qu'il soit mort sans qu'ils se réconcilient. Le soulagement que la porte soit ouverte pour reconstruire une relation avec sa mère. Elle montra la lettre à Gideon, qui la lut attentivement. « Que veux-tu faire? » « Je veux répondre, dit Margaret. Je veux que ma mère connaisse ses petits-enfants. Je ne suis pas prête à pardonner à mon père, même dans la mort, mais je suis prête à avoir une relation avec elle si elle le veut sincèrement. Alors c'est ce que nous ferons. » Margaret écrivit une longue lettre décrivant sa vie à Williams, son mariage, ses enfants, son entreprise. Elle inclut des photographies de Grant et Rose, du ranch, d'elle et de Gideon. Elle fut honnête sur ses sentiments à l'égard de son père, mais elle était aussi ouverte à l'idée d'aller de l'avant avec sa mère. La réponse de sa mère fut pleine de larmes et de gratitude. Au cours des années suivantes, elles reconstruisirent leur relation par lettres. La mère de Margaret vint lui rendre visite 2 fois, s'émerveillant de la vie que sa fille avait construite, se délectant de ses petits-enfants et admettant que Margaret avait eu raison de suivre sa propre voie. « Ton père n'a jamais compris, » dit sa mère lors de sa 2e visite, alors qu'elles étaient assises sur le porche à regarder Grant et Rose jouer dans la cour. Il pensait que fournir de l'argent et une position sociale était suffisant.
Ils ne comprenaient pas que tu avais besoin de liberté et d'un but. Et vous, compreniez-vous? Demanda doucement Margaret. Pas au début, mais maintenant, oui. Tu es heureuse ici, vraiment heureuse. C'est tout ce qu'une mère veut vraiment pour son enfant. Les années continuèrent de passer, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles lauriers. Grant devint un garçon sérieux et responsable qui aimait le ranch et montrait tous les signes de suivre les traces de son père. Rose était plus calme, mais farouchement intelligente, montrant une aptitude pour taille chiffres qui rappelait Margaret à elle-même. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Gideon emmena Margaret à l'endroit où ils s'étaient embrassés pour la première fois, devenu un lieu spécial qu'ils visitaient lors des grandes occasions. « Le regrettes-tu parfois? » demanda-t-il, tenant ses deux mains. « D'avoir abandonné Boston, l'argent de ton père, la vie facile que tu aurais pu avoir. » Margaret rit. « Facile? Cette vie n'a jamais été facile. Elle était étouffante, restrictive et écrasante. Cette vie est un travail difficile, mais c'est la mienne. Je l'ai choisie, je l'ai construite, et j'aime chaque moment difficile, épuisant et merveilleux. Même les moments où le puits s'assèche, où le bétail tombe malade, ou où Grant se casse le bras en tombant d'une clôture. Surtout ces moments, parce que nous les affrontons ensemble, nous les résolvons ensemble et nous devenons plus forts ensemble. Elle l'embrassa doucement. « Je t'aime, Gideon Vance. Merci de m'avoir vu quand tout le monde était aveugle, de croire en moi quand tout le monde pariait contre moi et de me donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. » « C'est moi qui devrais te remercier, » dit Gideon. « Tu as pris un cowboy solitaire et tu lui as donné une famille, une partenaire et une raison de se réveiller en souriant chaque matin. » Ils se tinrent ensemble alors que le soleil se couchait sur le paysage de l'Arizona, deux personnes qui avaient défié les attentes et construit quelque chose de magnifique à partir de la détermination, de la confiance et de l'amour. Quand Grant eut 15 ans et Rose 13, un représentant du chemin de fer vint à Williams avec une proposition intéressante. Le chemin de fer s'étendait à travers le nord de l'Arizona et voulait acheter un droit de passage sur plusieurs propriétés, y compris le Ranch Vance. L'offre était suffisamment substantielle pour qu'ils puissent vendre entièrement le ranch et vivre confortablement pour le reste de leur vie. La famille en discuta pendant plusieurs longues soirées. Grant était catégoriquement contre la vente, passionné par l'idée de garder le ranch dans la famille. Rose était plus pragmatique, soulignant que l'argent pourrait être utilisé pour l'éducation et des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas d'autrement. Finalement, ils firent un compromis. Ils vendirent le droit de passage mais gardèrent le ranch, utilisant l'argent du chemin de fer pour améliorer leur propriété, acheter plus de terre et créer des fonds en fiducie pour l'avenir des enfants. C'est Margaret qui négocia l'accord, impressionnant les représentants du chemin de fer par son sens des affaires et obtenant des conditions bien plus favorables que leur offre initiale. « Votre femme est redoutable, » dit le représentant principal à Gideon après la finalisation de l'accord. « Vous êtes un homme chanceux. »« Si seulement vous saviez, » répondit Gideon, regardant Margaret avec une adoration non dissimulée. Alors que leurs enfants devenaient adultes, choisissant tous deux de rester en Arizona plutôt que de chercher des opportunités dans l'Est, Margaret réfléchit au voyage qui l'avait amenée à cet endroit. Elle pensa à cette jeune femme qui était descendue de la diligence à Williams 17 ans plus tôt, déterminée à faire ses preuves, mais n'ayant aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait vraiment. Cette femme avait été courageuse mais naïve, forte mais non testée. La femme qu'elle était devenue avait été forgée par le travail acharné, mise au défi par des conditions difficiles et renforcée par l'amour. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas en suivant le chemin tracé pour elle, mais en traçant sa propre piste à travers un territoire qui la terrifiait. La ville de Williams avait changé aussi. Elle était plus grande maintenant, plus prospère, connectée au reste du monde par le chemin de fer. Mais elle avait conservé son caractère, son sens de la communauté, son appréciation pour les gens qui prouvaient leur valeur par l'action plutôt que par les mots. Margaret n'oublia jamais le pari collectif qu'il avait accueilli à Williams. Cette supposition collective qu'elle échouerait. D'une manière étrange, elle en était reconnaissante. Il lui avait montré ce qu'elle était capable de surmonter, l'avait présenté à Gideon et avait prouvé que les attentes des gens ne signifiaient rien par rapport à la détermination personnelle. Pour leur 20e anniversaire, Margaret et Gideon organisèrent une grande fête au ranch. Toute la ville vint, ainsi que la mère de Margaret, qui était devenue une visiteuse régulière.
Sarah Chen, maintenant dans ses 70 ans mais toujours aussi vive d'esprit, était assise à une place d'honneur. Pendant la fête, Pete Tompkins, maintenant sobre et repenti après une expérience de mort imminente 5 ans plus tôt, s'approcha de Margaret. « Je vous dois des excuses, dit-il. De vraies excuses, pas celles que Gideon m'a arrachées il y a toutes ces années. J'ai été cruel avec vous quand vous êtes arrivé en ville. J'ai parié contre vous. Je me suis moqué de vous et j'ai essayé de vous rendre la vie difficile. Vous m'avez prouvé que j'avais tort de toutes les manières possibles et je suis désolé de la façon dont je vous ai traité. » Margaret regarda l'homme qui avait été autrefois son plus grand critique et vit un remords sincère dans ses yeux. « Je vous pardonne, Pete. Nous étions tous des personnes différentes à l'époque. »« Vous avez toujours été la même personne, » dit Pete, forte et déterminée. Le reste d'entre nous était juste trop aveugle pour le voir. Alors que le soleil se couchait sur leur fête, Margaret se tenait avec Gideon, regardant leurs enfants et petits-enfants. Oui, Grant s'était marié jeune et avait déjà 2 bébés qui profitaient de la fête. « On a bien réussi, » dit Gideon, son bras autour de sa taille. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Margaret. « Nous avons construit quelque chose de réel et de durable. Nous avons élevé de bons enfants. Nous avons fait une différence dans cette ville. Pas mal pour une dame de Boston qui n'était pas censée tenir une semaine. » Gideon rit et la serra contre lui. « Le meilleur pari que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais mis d'argent dans ce pari, tu sais. Je ne pouvais pas me résoudre à parier sur quelque chose d'aussi important que ta réussite ou ton échec. Ça me semblait mal. Que pensais-tu qu'il arriverait, honnêtement? Honnêtement, je ne savais pas. J'espérais que tu resterais. Dès l'instant où je t'ai vu traîner cette malle dans la poussière, refusant de l'aide, déterminé à le faire toi-même, j'ai espéré que tu resterais. Et puis j'ai appris à te connaître, et l'espoir s'est transformé en désir, et le désir en besoin. J'avais besoin que tu restes parce que j'étais en train de tomber amoureux de toi et que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi. » Margaret se tourna dans ses bras et l'embrassa, ressentant toujours la même étincelle qu'à leur premier baiser 2 décennies plus tôt. « Je t'aime, Gideon Vance. Merci de t'être assuré que je ne veuille jamais partir. »« Je n'ai rien assuré du tout, » dit Gideon. « Tu as choisi de rester parce que tu es têtue, brillante et trop déterminée pour laisser quiconque te dire ce que tu ne peux pas faire. Je t'ai juste donné une raison de vouloir le faire. » Ils se tinrent ensemble alors que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel de l'Arizona. 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit une histoire d'amour qui défiait toutes les attentes. La ville avait parié qu'elle partirait dans 1 mois, mais le cowboy avait vu en elle quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Quelque chose qui valait la peine d'y croire, de se battre pour, de construire une vie autour. Et à la fin, cette croyance avait fait toute la différence. 25 ans après la première arrivée de Margaret à Williams, elle était assise sur le porche de la maison du ranch, maintenant agrandie et améliorée, mais toujours fondamentalement le même endroit dont elle était tombée amoureuse. Gideon était assis à côté d'elle, ses cheveux grisonnants aux tempes, mais ses yeux toujours de ce gris vert remarquable qui avait capturé son cœur il y a si longtemps. Grant dirigeait le ranch maintenant, ayant pris la relève progressivement alors que Gideon se retirait des opérations quotidiennes. Il le faisait avec compétence et sagesse, ayant appris de ses 2 parents la valeur du travail acharné, des pratiques commerciales intelligentes et du traitement équitable des gens. Sa femme, Anna, était enseignante à Williams, et leurs 3 enfants étaient la lumière de la vie de Margaret et Gideon. Rose avait surpris tout le monde en devenant avocate, l'une des premières femmes à pratiquer le droit dans le territoire de l'Arizona. Elle avait étudié par correspondance et en apprentissage, animée par la même détermination qui avait amené sa mère à Williams en premier lieu. Elle se spécialisait dans les droits de propriété et le droit des affaires, et elle se faisait un nom dans tout le territoire. « Nous devrions écrire notre histoire, » dit soudain Margaret. « Pour les petits-enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, ce que nous avons surmonté pour construire cette vie. »« Tu penses qu'ils seraient intéressés ?» demanda Gideon. « Je pense qu'ils ont besoin de savoir que tout est possible si on est prêt à travailler pour, si on est prêt à défier les attentes et à forger son propre chemin. » Elle prit sa main. « Je pense qu'ils ont besoin de savoir que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, entre les personnes les plus improbables, et qu'il peut vous soutenir à travers des décennies de défis et de joie. » « Alors nous l'écrirons, » acquiesça Gideon.
Nous leur parlerons du pari collectif, de la dame de Boston qui a refusé d'échouer et du cowboy qui est tombé amoureux de sa détermination. Margaret rit. C'est comme ça que tu t'en souviens? Tu es tombé amoureux de ma détermination. Je suis tombé amoureux de tout chez toi. La détermination a juste attiré mon attention en premier. Ils s'assirent ensemble au sein lorsque le soleil se couchait. Deux personnes qui avaient passé un quart de siècle à construire une vie ensemble, et Margaret pensa à quel point le voyage de la vie pouvait être étrange et merveilleux. Elle était venue à Williams en s'attendant à endurer 3 mois d'épreuves pour gagner sa liberté face au contrôle de son père. Au lieu de cela, elle avait trouvé un foyer, un but, une communauté et un amour plus profond que tout ce qu'elle avait imaginé possible. La ville avait parié qu'elle partirait en un mois. Le cowboy s'était assuré qu'elle ne veuille jamais partir, mais en vérité, elle avait fait ce choix elle-même, suivant son cœur au lieu du chemin que d'autres lui avaient tracé, et cela avait été le meilleur choix de sa vie. Les années continuèrent de se dérouler comme les pages d'un livre bien-aimé. Margaret et Gideon vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant à chaque saison. Ils virent leurs petits-enfants grandir et leurs arrière-petits-enfants arriver. Ils célébrèrent des naissances et pleurèrent des morts, traversèrent des sécheresses et se réjouirent des bonnes années. Toujours ensemble, toujours partenaires. La mère de Margaret vécut jusqu'à son 92e anniversaire, passant ses dernières années dans une petite maison à Williams, près de la fille et de la famille qu'elle avait failli perdre. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entourée des personnes qu'elle aimait, reconnaissante pour la seconde chance de famille que Margaret lui avait donnée. Sarah Chin vécut jusqu'à 103 ans, s'éteignant finalement dans son sommeil après une vie bien remplie. Toute la ville la pleura et Margaret prononça un éloge funèbre qui fit pleurer tout le monde, parlant de la façon dont Sarah avait été la première personne à voir le potentiel d'une dame de Boston effrayée et à lui donner une chance. Le ranch prospéra sous la direction de Grant, s'agrandissant et se modernisant tout en conservant les valeurs que Gideon avait inculquées. Le cabinet d'avocats de Rose se développa et elle devint une défenseur des droits des femmes et de la propriété, utilisant son esprit vif et le sens des affaires de sa mère pour apporter un réel changement dans le territoire. Pour leur 40e anniversaire de mariage, Margaret et Gideon renouvelèrent leurs vœux dans la même église où ils s'étaient mariés pour la première fois. Le bâtiment avait été rénové au fil des ans, mais la croix sur le mur était la même. Le révérend Matthews était décédé depuis longtemps, mais son successeur célébra la cérémonie avec la même chaleur et la même sincérité. Margaret avait 67 ans, ses cheveux argentés, son visage marqué par une vie pleinement vécue sous le soleil de l'Arizona. Gideon avait 70 ans, son corps portant l'usure de décennies de travail au ranch, mais son esprit aussi fort que jamais. Moi, Margaret, je te prends, Gideon, pour être à nouveau mon mari, dit Margaret, sa voix claire et forte. Je t'ai promis il y a 40 ans que je t'aimerais, t'honorerais et construirais une vie avec toi. J'ai tenu cette promesse et je la refais aujourd'hui. Tu es mon partenaire, mon amour, mon foyer, aujourd'hui et toujours. Moi, Gideon, je te prends, Margaret, pour être à nouveau ma femme, dit Gideon, sa voix rauque d'émotion. Il y a 40 ans, j'ai promis de t'aimer, de te soutenir, de croire en toi toujours. C'était la promesse la plus facile que j'ai jamais faite et le plus grand privilège de ma vie de la tenir. Tu es mon cœur, ma force, ma raison, aujourd'hui et toujours. Alors qu'ils s'embrassaient, l'église éclata en applaudissements et en acclamations. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se pressaient autour d'eux, ainsi que ce qui semblait être toute la ville de Williams. La célébration qui suivit eut lieu au ranch, qui s'étendait maintenant sur 3 fois la superficie avec laquelle Gideon avait commencé. La nourriture et la musique remplirent l'air du soir. Des histoires furent racontées, de vieilles amitiés célébrées et de nouveaux souvenirs créés. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange et de violet que seul le désert de l'Arizona pouvait produire, Margaret et Gideon s'éclipsèrent de la fête pour leur endroit préféré sur le porche. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as amené ici ?» demanda Margaret, se penchant sur l'épaule de Gideon. J'étais si nerveuse. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, prétendant que je pouvais travailler dans un ranch. Tu as fini par comprendre, dit Gideon. Tu comprends toujours tout. Nous avons compris ensemble, corrigea Margaret.
C'est ce qui fait que ça marche. Nous avons toujours été partenaires depuis le tout début. Ils s'assirent dans un silence confortable, écoutant les bruits de la fête qui continuaient derrière eux, les rires de leur famille se mêlant à la musique et à la célébration. Merci, dit doucement Margaret. Pourquoi? De m'avoir vu quand j'avais besoin d'être vu. De croire en moi quand tout le monde pariait que j'échouerais. De m'aimer non pas malgré ma détermination têtue, mais à cause d'elle. De me donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. Gideon embrassa le sommet de sa tête. Merci d'être resté. Merci d'avoir choisi cette vie, cet endroit à moi. Merci pour 40 ans de partenariat, d'amour et d'aventure. Merci pour nos enfants et petits-enfants et cette belle vie que nous avons construite ensemble. Je te choisirai à nouveau, dit Margaret. Chaque fois, dans chaque vie, je te choisirai. Et je m'assurerai que tu ne veuilles jamais partir, répondit Gideon. Chaque fois, dans chaque vie. Ils s'assirent ensemble alors que les étoiles apparaissaient, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur premier baiser, de leur mariage, de la naissance de leurs enfants et de chaque moment important de leur vie commune. La ville qui avait autrefois parié sur l'échec de Margaret était devenue leur foyer, rempli de gens qui les aimaient et les respectaient tous les deux. Margaret pensa à la jeune femme qu'elle avait été, descendant de cette diligence avec détermination et peur à parts égales. Elle pensa à tous les défis surmontés, aux leçons apprises, à l'amour découvert. Elle pensa à la vie qu'elle avait failli vivre, piégée dans la société de Boston, mariée à un homme qui la voyait comme une propriété, ne connaissant jamais sa propre force ou capacité. Et elle pensa à la vie qu'elle avait réellement vécue, celle pour laquelle elle s'était battue et qu'elle avait construite de ses propres mains aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Ça n'avait pas été facile. Il y avait eu des années où ils avaient eu des difficultés financières, quand le bétail mourait ou que les pluies ne venaient pas. Il y avait eu des pertes, du chagrin et des moments où l'avenir semblait incertain. Mais à travers tout cela, ils s'étaient tus l'un l'autre. Ils avaient affronté chaque défi en tant que partenaires, célébré chaque victoire ensemble et construit quelque chose qui leur survivrait. Alors que la nuit s'approfondissait et que la fête se terminait progressivement, leur famille vint les trouver. Grant et Rose, maintenant d'âge mûr avec leurs propres enfants, les petits-enfants, certains avec leur propre famille maintenant, les arrière-petits-enfants, le plus jeune marchant à peine. Ils se rassemblèrent autour de Margaret et Gideon. 4 générations de Vance, preuve vivante de ce qui pouvait être construit à partir de l'amour, de la détermination et d'un partenariat inébranlable. Racontez-nous l'histoire, dit la fille aînée de Grant. Elle avait 16 ans, le même âge que Margaret lorsqu'elle avait commencé à remettre en question le chemin que son père lui avait tracé. Racontez-nous comment grand-père et toi vous êtes rencontrés. Margaret regarda Gideon et il hocha la tête avec un sourire. Alors elle leur raconta l'histoire qu'elle avait racontée de nombreuses fois, mais qu'elle ne se lassait jamais de partager. Elle leur parla de la diligence, de la poussière et du pari collectif. Elle leur parla du magasin général, de la pension et du soutien discret de Sarah Chen. Elle leur parla du cowboy qui lui avait offert du travail et du respect quand tout le monde n'offrait que scepticisme et moquerie. Elle leur parla de tomber amoureuse d'un homme qui avait vu son potentiel avant qu'elle ne le comprenne pleinement elle-même. Du choix de rester non seulement pour 3 mois, mais pour toujours. De la construction d'une vie et d'une famille à partir de la détermination, du travail acharné et d'un amour qui s'approfondissait à chaque année qui passait. Pendant qu'elle parlait, elle regardait leur visage, voyant leur étonnement et leur inspiration. Ses enfants et petits-enfants n'avaient jamais connu que des opportunités et du soutien. Ils avaient grandi dans une famille où l'intelligence était célébrée, où les femmes pouvaient être avocates et femmes d'affaires, où le travail acharné était plus valorisé que la position sociale. Mais ils avaient besoin de savoir que cela n'avait pas toujours été ainsi. Ils avaient besoin de comprendre que les opportunités qu'ils tenaient pour acquises avaient été gagnées de haute lutte par des gens qui refusaient d'accepter les limites que d'autres essayaient de leur imposer. La ville a parié que je partirais en 1 mois, termina Margaret. Ils pensaient que j'étais trop douce, trop privilégiée, trop peu préparée à la vraie vie. Et peut-être que j'étais toutes ces choses quand je suis arrivé. Mais votre grand-père a vu autre chose. Il a vu du potentiel, de la détermination et une obstination qui n'abandonnerait pas. Il m'a donné une chance de faire mes preuves.
Et puis il est tombé amoureux de moi pour exactement qui j'étais. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant, ajouta Gideon en lui serrant la main. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de lui offrir du travail au ranch. La deuxième meilleure décision a été de la demander en mariage. Votre grand-mère a changé ma vie, et changé ce ranch, a changé toute cette ville, en fait. Et maintenant, nous sommes tous là grâce à ça, dit Rose, regardant sa famille élargie, parce que maman a refusé d'accepter ce que les autres disaient qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire, parce qu'elle a choisi l'amour et le partenariat plutôt que le confort et les attentes sociales. C'est un héritage qui mérite d'être rappelé. La famille le parla jusque tard dans la nuit, partageant des histoires et des souvenirs, tissant ensemble la tapisserie de leur histoire commune. Et au centre de tout cela se trouvaient Margaret et Gideon, le couple qui avait défié les attentes et construit quelque chose de durable à partir du courage, de l'amour et d'une détermination obstinée. Quand le dernier invité fut enfin parti et que la maison devint silencieuse, Margaret et Gideon allèrent se coucher, fatigués mais heureux. Alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, Gideon serra Margaret contre lui. « Aucun regret ?» demanda-t-il, comme il l'avait fait tant de fois au fil des ans. « Pas un seul », répondit Margaret comme elle le faisait toujours. « Cette vie, c'est l'amour, cette famille, c'est tout ce que je n'ai jamais su que je voulais et exactement ce dont j'avais besoin. La ville a parié que je partirais en un mois, mais tu t'es assuré que je ne veuille jamais partir. » « Nous nous en sommes assurés, corrigea doucement Gideon. Ensemble, toujours ensemble. Et c'était la vérité. Non pas qu'un cow-boy ait piégé ou convaincu une femme de la ville de rester, mais que deux personnes s'étaient trouvées au bon moment, au bon endroit, et avaient choisi de construire quelque chose de magnifique ensemble. Ils avaient affronté des défis et célébré des victoires en tant que partenaires, chacun rendant l'autre plus fort, meilleur, plus complet. Margaret s'endormit dans les bras de Gideon comme elle l'avait fait pendant 40 ans, reconnaissante pour chaque instant de la vie qu'ils avaient partagé. La ville avait parié sur son échec. Mais elle et Gideon avaient prouvé que l'amour, la détermination et le partenariat pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, défier toutes les attentes et construire quelque chose qui durerait des générations. C'était l'histoire d'amour qu'aucun d'eux ne cherchait, mais dont tous deux avaient désespérément besoin. Et cela avait fait toute la différence.